Attendez! Vous préparez un procès sans avoir de duel judiciaire? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est peut-être moi qui me fais de faux espoirs et on va y avoir droit. Ça m'emmerderait beaucoup, mais punaise, pour l'instant, ça a l'air bien parti pour être un procès en bonne et due forme, pour une fois. Entre guillemets, parce que bon, il y a Magouille et compagnie, mais ça a l'air d'être parti pour être un procès en bonne et due forme, et... Ok, cool! Dieu! C'est ce que j'espère. Enfin bon, on va commencer comme d'hab par Daenerys quand elle est là. Et ouais, son passage est sans doute le plus satisfaisant de l'épisode. J'en parlerai un peu en détail. Il y a le léger souci que cet épisode m'a brossé dans le mauvais sens du poil durant le premier quart d'heure. Enfin bon, ça j'en parlerai en détail. Quoi qu'il en soit, Daenerys arrive enfin à Meereen après le long chemin d'un épisode et demi et se retrouve devant la ville qui l'accueille en se foutant de sa gueule, quoi. Ils envoient leur champion qui, pour les accueillir, pisse devant eux en disant qu'ils ont pas de bite, en gros, hein, c'est plus ou moins ce qu'ils disent. Et tout le monde se marre, tout le monde les prend totalement à la rigolade. Et je sais pas, vous n'avez pas eu vent exactement de ses exploits? Genre, elle a défait 2 grandes villes. Elle a engagé des tonnes de gens, surtout les Immaculés qui sont censés être des guerriers de renom. Et ça vous interpelle pas plus que ça? Vous dites merde, on prend ça à la rigolade, on se fout de leur gueule et puis voilà. C'est quoi ces gars complètement insouciants de ce qui peut leur arriver, quoi. D'autant plus qu'elle est aussi censée avoir des dragons. Bon, on les voit pas parce que j'imagine qu'ils sont encore en train de faire leur prise d'ado, mais le fait est que je pisse pas très bien cette mise en place, en fait. Les gars les accueillent comme si c'était genre des blagues, en disant tiens, on va envoyer notre champion et si notre champion gagne, eh ben c'est bon, ils partiront... parce que, au code d'honneur ou un truc comme ça, alors que bon, ce genre de conneries, de duel, de défis que vous lancez, on peut très bien ne pas rebondir dessus et vous laminer, mais vous prenez ça complètement à la rigolade, et je pige pas. Parce que ils les attendent, ils savent qu'ils sont hostiles envers eux, qu'ils essayent de leur faire quelque chose, quoi, de s'attaquer au fondement de leur ville. Sinon, je vois pas pourquoi ils auraient posté des cadavres d'enfants sur la route et ils les auraient accueillis comme ça. Donc ils savent, ils ont eu vent de leurs exploits. Et pourtant, en ayant eu vent de ça, ils les prennent à la légère, à la rigolade. Je pige pas, ces gens, ils sont un petit peu cons quand même, hein, les gens de Meereen, hein, c'est très bizarre. C'est dommage parce que le reste est très bon, mais cette mise en place, vous l'expliquez pas. Déjà, je comprends pas pourquoi elle veut s'attaquer à Meereen particulièrement. J'imagine qu'elle veut libérer maintenant des esclaves de leur ville où... les esclavagistes sont maîtres parce que c'est son nouveau credo. Bon, ok, très bien. Donc Meereen, c'est la prochaine ville, sans doute. Mais ce conflit n'a pas été mis en place, quoi que ce soit. C'est pour ça que ça fait très bizarre, quoi, cette approche des choses. Après, ça devient plus intéressant parce que, bon, on part du principe qu'il faut envoyer quelqu'un, un champion, pour combattre leur champion. Et les trois mecs de confiance de Daenerys, elle veut pas les envoyer parce qu'ils sont importants pour eux et ils risquent de crever. Et il y a donc Daario qui se met en avant en disant ah oui, moi, vous êtes moins attaché à moi, je suis là depuis moins longtemps que les autres. Ok, je m'en charge. Et il le fait en étant super badass, et donc c'est une façon de marquer des points d'avantage. Il essaye vraiment de mettre en place cette espèce de début de possibilité de couple entre lui et Daenerys, semble-t-il. Et ouais, le combat est super fun, quoi. Le mec est à cheval, il fonce avec sa lance devant lui, et lui, il sort son couteau, il éborgne le cheval avec un bon lancer bien situé, et puis il décapite le mec rapidement, like a boss. J'avoue que ça pète la classe, hein, ça pète la classe. Et oui, après, il y a Daenerys qui pète la classe elle aussi, en balançant avec des catapultes les colliers des esclaves qu'elle a rencontrés avant dans les remparts du château, et en disant que je suis là pas pour m'en prendre à votre ville mais pour clarifier les choses, et que vos ennemis, c'est pas nous, ils sont à côté de vous, histoire de dire histoire de bien mettre en avant le doute, semer le doute auprès des esclaves pour qu'ils se joignent à leur cause, et que en fin de compte le combat soit déjà gagné avant même qu'il commence presque. Après c'est pas mis dans le détail, si ça se trouve ce sera réglé le prochain épisode. Ce serait une ellipse acceptable parce que ça a été très bien montré dans cette mise en scène là.
Donc voilà, très très bon moment de fin, ça termine l'épisode là-dessus. On va voir donc plusieurs choses qui se passeront. On va parler de Jon Snow et compagnie qui se préparent à recevoir les hommes de Mens à Château Noir, alors qu'ils sont 100. Ils sont qu'une petite centaine et ça va être difficile de contrer les 10 000 hommes qu'ils comptent envoyer, 10 000 ou 100 000, je sais plus exactement, je me souviens plus du nombre. On n'est plus à zéro près, hein. Et ouais, il y a certains problèmes. Il y a déjà une petite histoire autour de Sam qui a peur de ce qui pourrait lui arriver à Château Noir parce qu'il y a 100 mecs qui ont fait un petit peu vœu de pas courir la femme et bon il y a une femme qui est devant eux, sachant en plus que certains sont d'anciens violeurs, donc il a un petit peu peur pour elle, il veut la loger ailleurs en dehors de Château Noir où elle sent que il veut un peu se débarrasser d'elle pour pas s'inquiéter d'elle à proximité. Sam qui essaie de se défendre en se disant oui je pourrais pas te protéger là quoi, je peux pas me parer, je peux pas les attaquer par le dos, hein, ça va pas être la même chose. Et ouais ça crée une espèce de moment de petit de pseudo dispute. Entre guillemets, ils se disputent pas, mais il y a un espèce de détachement qui se fait où elle se sent légèrement trahie par ça. Et Sam qui se sent un peu mal mais qui se dit oui il n'y a pas d'autre solution lorsqu'il la loge ailleurs dans un petit patelin paumé juste à côté où apparemment les gens sont pas super charmants, donc ouais elle risque pas mal de choses aussi là. Peut-être un petit peu moins caché tout noir j'imagine, et honnêtement je sens qu'il va s'en mordre les doigts puisque juste après ça, après cette partie là on va passer à l'attaque des hommes de Mens, donc avec Ygritte et les Tènes, la tribu des Tènes, donc les cannibales, hein, si je vous rappelle, et qui s'attaquent donc au petit village alentour pour bien envoyer le mot à Château Noir et essayer de les débusquer peut-être. Genre, regardez, on s'en prend aux terres juste à côté de votre château, vous allez faire quelque chose, vous allez faire quelque chose. On appuie une fois de plus que ce sont des putains de cannibales, en disant « Ah, regarde mon petit garçon, regarde tes parents qu'on vient de tuer, je vais les manger, ton père et ta maman !» Hein? T'es content, hein? Tu trouves pas ça marrant? Il y a un moment donné, je sais que vous allez dans le cru, vous voulez aller dans le cru, ça va un peu trop loin, quoi. J'ai compris, ce sont des connards qui hésitent pas à massacrer un village aux alentours parce que c'est un peu un art de la guerre où il n'y a pas de pitié. Et ouais, c'est assez fort à ce niveau-là, mais finesse quoi. Fallait bien souligner le côté bien dégueu et en pleine gueule de la chose. Ce genre de choses. Vous voyez, j'ai quelques petits problèmes avec ça depuis le début de la série. Hein. Je trouvais que ça s'était légèrement calmé depuis quelques temps, mais là ça revient un petit peu en force. Où, ouais, maintenant on met en avant cette espèce de tribu de cannibales. Je trouve que c'est too much. Je vois pas ce que ça apporte à part dire regardez, je fais quelque chose de super cru. Et c'est ok, t'es bien, c'est bien. Et sinon... En tout cas, à Château Noir, ils peuvent pas se permettre de sortir de leur rempart parce qu'ils sont qu'une centaine. Il y a même Jon Snow qui en a conscience, en dépit du fait que ça a l'air de le faire chier, hein, parce que oui, c'est quelqu'un qui pense un petit peu au bien des gens honnêtes qui n'ont rien fait, et oui, ça l'emmerde un petit peu, mais il se dit, ouais, c'est important qu'on reste là, parce que de toute façon, sinon, ça sera encore pire si on sort pas. Il a évolué par rapport à la dernière fois, où il pense un petit peu au plus grand bien, en dépit du bien du moment. C'est intéressant de montrer cette évolution-là. Cela dit, ils vont quand même être débusqués parce que il y a les deux compagnons de Sam qui étaient en chemin avec eux au-delà du mur, qui reviennent à Château Noir après s'être échappés du mec qui a tué Craster et a pris possession de ses terres. Alors voilà, ils ont fait ça hors champ, bravo, chapeau. Et ouais, c'est... Château Noir se rend compte donc qu'ils sont posés là, qu'ils s'en prennent aux filles en étant des sales cons parce qu'apparemment elles regrettent leur père. Donc ouais, hein, c'est toujours très agréable, ça oui, le côté bien mis en avant de la chose aussi, une fois de plus. Et Jon Snow dit, il faut qu'on se débarrasse d'eux, il faut qu'on les vire de là. Et il y a le mec qui se charge de Château Noir qui dit non, on peut pas sortir de là à nouveau, on a bien mis ça en place avant, mais et Jon dit, attendez, moi j'ai dit
qu'on était 1000 à Château Noir, et ça doit être ce qui les empêche de nous attaquer directement. Mais si les gars là-bas se font capturer, ils cracheront le morceau aux sauvageons qui les tortureront, et à ce moment-là, on n'aura plus cette espèce de mini-avantage du fait qu'ils croient qu'on est un millier ici. Ce qui est intelligent. Voilà, j'aime bien la façon dont vous mettez en place la chose, quoi, en disant que ouais, ce qu'il faut qu'on s'en prenne à eux, pas parce que c'est la chose noble à faire, mais parce que c'est la chose qui a le plus de chances de marcher pour nous, quoi. Si on fait rien, ça va barder pour nous. C'est très intéressant. Donc on va avoir cette espèce de petite, pas de petite vengeance peut-être. Ils vont enfin avoir ce qu'ils méritent, les gens qui sont un peu soulevés durant la saison 3. C'était pas mal, ça mettait bien en avant l'évolution de Jon Snow, j'avoue. Après, j'ai un peu de mal avec les Ten, la tribu des cannibales qui fait un peu trop exagéré pour moi sur le principe. Et ouais, l'espèce d'eau dans le gaz autour de Sam et Ver, honnêtement, j'ai le sentiment que c'est pour créer un drame un petit peu forcé plus tard, ou simplement parce qu'elle n'est plus à Château Noir, elle risque certainement d'être dans le collimateur des sauvageons qui s'en prennent aux villages alentours. Donc ouais, c'est histoire de mettre en avant un drame qui, honnêtement, est pas amené de la façon la plus naturelle qui soit. Je comprends qu'ils soient inquiets pour elle, et il y a quelque chose d'un petit peu mignon là-dedans, mais je trouve que c'était fait un peu vite pour créer du conflit et pour juste enchaîner après sur ce qui se passe. Et honnêtement, il devrait pas déjà être un peu au courant qu'il y a des sauvageons qui se promènent aux alentours du coin et que ce serait pas particulièrement sûr de se trouver au village qui sont à proximité et qui seraient de bonnes cibles pour eux. Il devrait déjà savoir ça, il devrait déjà être au courant de pas mal de trucs. C'est comme par exemple aussi, avec l'arrivée des deux compagnons, ils rapportent que les soldats renégats sont toujours à leur place, et j'ai envie de dire, ils n'étaient pas déjà censés le savoir. Sam a dû le dire. Donc, que Jon Snow met ça en avant maintenant, je me dis, mais pourquoi il le met en avant maintenant? Pourquoi il l'a pas mis en avant avant? Quand il a su pour ça? Ou alors Sam lui a pas dit, et on lui a pas dit dans le coin, je sais pas, c'est bizarre. C'est moyennement écrit, même si j'avoue que ça appuie bien le personnage de Jon Snow et son évolution. Donc c'est pour ça que je déteste pas, j'apprécie, mais c'était pas sensationnel non plus, hein, dans la mise en scène, dans la façon dont c'est amené les choses. Honnêtement, on aurait pu faire mieux. En tout cas, on va repartir un petit peu du début et parler des éléments qui m'ont déplu. Enfin, à nouveau, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que c'est le genre de choses qui me brossent dans le mauvais sens du poil. Et qui fait que j'ai un petit peu de ressenti négatif. En tout cas, c'était le cas dans le premier quart d'heure, où on poursuit un peu ce qui se passe lorsque Sansa est emmenée loin de là par Domto. Enfin, je me suis trompé sur son nom l'épisode précédent, je m'excuse. D'ailleurs, c'est pas comme si c'était grave, puisque là, il va pas durer très longtemps, ce personnage. Et vous voyez quoi, j'adore le fait que personne fasse gaffe à leur évasion, quoi. Genre, il y a personne pour garder le coin, et il arrive à trouver pile poil le chemin qu'il faut pour se faufiler hors de là, le mec. Comme par hasard, alors que, je sais pas, on devrait les surveiller un petit peu. Mais non, personne fait gaffe, ok. Mise en scène moyenne, une fois de plus. Et donc, Sansa est amenée un peu loin de la garde, alors que tout le monde essaie de boucler le château pour ne pas qu'elle s'enfuit, jusqu'à donc un bateau qui est dirigé par Baelish. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, lui. Baelish qui avait donc engagé Domto pour qu'il l'amène ici. On l'apprend, ouais, il a promis de lui payer 10 000 pièces d'or pour qu'elle se retrouve là une fois que les choses se seraient faites. Et il reçoit pas son paiement, et son paiement c'est quelques flèches dans le crâne. Et voilà, t'es payé. J'ai acheté ton silence hein, pour de bon cette fois, hein, il l'a appuyé. Et c'est parti sur ce que je craignais. J'avais ce doute. J'avais ce gros doute à la fin de l'épisode 1
Après cette fameuse scène entre Danto et Sansa qui m'avait vraiment touché sur le principe que ce serait complètement défait. Et c'est complètement défait. En fait, Danto n'en avait rien à foutre. Il a juste suivi les instructions histoire de se la mettre un petit peu dans la poche. Donc l'espèce de collier dont il a parlé, c'était n'importe quoi, ça signifie que dalle. Et c'était de façon à ce qu'il puisse éveiller un peu sa confiance, de façon à ce qu'elle la suive et que Baelish lui mette la main dessus. Et donc, en gros, tout ceci ne signifiait que dalle. La récompense pour les actes de noblesse, eh ben dans le cul, ça ne sert absolument à rien. Ça fait chier, honnêtement ça fait chier. Et c'est appuyé par une scène plus tard dont je vais parler dans pas longtemps. Mais ouais, il y a Baelish qui lui dit ah, allez maintenant, venez, je vais vous ramener chez vous. Chez vous, où exactement? Chez sa tante, j'imagine. Putain, il met des plombs pour se rendre auprès de Lisa. Je rappelle que, normalement, il est censé épouser Lisa Harry, là. On est d'accord, hein. Je suis pas complètement miro, j'ai fait gaffe à ça, quand même. Est-ce qu'on va nous mettre au parfum par rapport à ça, à un moment donné? Mais bon, voilà, ça se termine là. Il va y avoir énormément de choses qui se passent à Port-Réal. Mais je vais d'abord parler de ce qui se passe un petit peu ailleurs, déjà, auprès d'Arya. Parce que ça fait un parallèle... la chose qui m'a mal plu dans cet épisode, où il tombe sur la ferme d'un père et sa fille. J'imagine que la mère est morte d'une façon ou d'une autre, en se faisant passer pour une famille qui a tout perdu à cause d'un incendie dans la guerre. Et la famille les accueille, ils sont très sympathiques, ils disent mangez à notre table, on prépare du mouton. Ils discutent un petit peu de ce qu'a fait... Lord Frey en disant ouais, les 7 dieux le châtiront parce que on ne traite pas comme ça un invité. Et ouais, je sais pas, est-ce que on va vraiment avoir quelque chose ou est-ce qu'on en a rien à foutre de ça? J'espère vraiment qu'il va y avoir une espèce de justice divine puisqu'on montre bien qu'il y a des dieux qui ont des pouvoirs, etc. quoi. Ils ont des pouvoirs précis, donc ça me paraît évident qu'il y ait quelque chose qui vienne en place. Si c'est juste pour dire, bah non, il va s'en sortir, merde, on croit des choses fausses, merde. C'est bien la peine de mettre ça en place si c'est juste pour dire ça, quoi. C'est juste pour dire, ah, vous voyez, comme c'est un connard qui respecte pas les règles de bienséance d'après les dieux, j'ai vu que c'était un connard, quoi. C'est pas la peine de l'appuyer parce que les dieux disent que c'est pas bien de pas recevoir ses hôtes. Ouais, bah c'est pas juste que c'est pas bien de pas recevoir ses hôtes, c'est pas bien d'être un connard et qui vous prend en traître. J'ai vu, là, c'est pas la peine de l'appuyer comme ça s'il y a pas de retombée. C'est tout ce que j'espère qu'il y aura une retombée, quoi. Parce que j'ai eu un commentaire comme ça en disant non mais c'est juste une façon de dire, quoi. Il y a pas vraiment de justice divine par rapport à ça, apparemment. Ok, merde. Alors à ce moment-là, pourquoi mettre ça en place? Pourquoi mettre cette histoire en place si c'est pour que ça mène à rien par rapport à ça? Donc, sachant que ouais, ils essaient vraiment de mettre en place qu'il y a une espèce de justice divine, de puissance des dieux qu'on met en place quand même, donc avec notamment le maître de la lumière qui apparemment est le plus puissant de tous. Et donc ouais, j'espère qu'il va y avoir un truc. C'est une petite parenthèse, si ça se trouve je me plains pour rien, d'ici 1 ou 2 épisodes il crèvera et ce sera super. Donc... Ouais, donc il se montre sympa le gars, il nous fait même le bon vieux cliché du on se connaît à peine, mais vous savez, il y a des maudits qui passent dans le coin, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'aider à la ferme et pour les dissuader, et si vous restez, je vous récompenserai, et peut-être qu'on aura un lien étrange de passage. Hop, 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 hop. Ce genre de scénario que j'ai vu des tas de fois, et tout ça pour dire, bah non, on va pas jongler là-dessus. Le mec, le limier, va se dire merde. Je vais pas suivre ça. Je vais juste trouver un moyen de lui faire dire oui, cache ton fric qui comptait me donner par rapport au mérite de mon travail pour lui piquer en le violentant et en me parant. Et Arya dit mais vous êtes une merde. Et j'ai dit non, je suis lucide. Il est beaucoup trop gentil pour son propre bien. Il crèvera de toute façon avant l'hiver. Alors il aura pas besoin de ce fric. Ok. Alors. J'ai compris, les gars. J'ai bien compris que c'était Game of Thrones, ton univers impitoyable. J'ai totalement compris ça, les gars, mais... ça me saoule que vous fassiez des parenthèses à la con comme ça pour bien me faire une piqûre de rappel de ce que je sais déjà, et ça sert juste à me foutre en rogne, ça. Parce que c'est juste pour dire, vous savez, être gentil, bah c'est complètement con.
Parce que ça servira juste à ce qu'on se serve de vous et à ce que vous l'ayez dans le cul finalement. C'est tout ce que c'est, être gentil. Donc, c'est pas la peine d'être gentil, il faut juste être un connard dans ce monde-là. Ouais, trop content. C'est le genre d'ambiance que, qui n'est pas mauvaise à instaurer, mais appuyée de façon aussi grossière que ça, dans des éléments qui sont vraiment tellement appuyés, tellement foutus en pleine gueule, où on dit ah tu pensais qu'être gentil c'était bien, bah en fait non, tu l'as dans l'os. Je me dis ok, j'avais compris, c'est pas la peine d'écraser ça, de nous le marteler, et surtout avec des scènes aussi grossières comme ça. Je veux dire, Sansa aurait facilement pu être amené sur le bateau de Melish autrement que par cette manipulation-là, pour lui dire ah tiens, on a profité de ta gentillesse en essayant de donner une signification à un acte que t'as fait, mais en fait ça veut rien dire, connasse. Et toute cette scène entre Arya et le limier, on aurait pu la sauter totalement, hein. Ça servait absolument à rien narrativement parlant. Mais voilà. Super, merci. Vous m'avez bien rappelé que c'était un univers impitoyable où être gentil, c'est être con en fait. Merci. Très bien, très bien. C'était sympa ça. Donc oui, c'est le truc qui m'a bien brossé dans le mauvais sens du poil. Le reste rattrape. Hein. Rassurez-vous, le reste rattrape, mais j'avoue que... Ça... Si c'est pour appuyer ça de façon aussi grossière, aussi poussée, je vous jure que ça aide pas à m'aider à rentrer dedans parce que j'ai vraiment envie qu'au bout d'un moment, la noblesse apporte une certaine récompense. Que, en fin de compte, y ait des gens qui aient ce qu'ils méritent en bien comme en mal et que ça se termine sur une note plus positive que négative à ce niveau-là. Alors, je sais pas ce qu'il en est pour la fin de Game of Thrones, je sais juste que ça a déçu beaucoup de monde apparemment. Et apparemment, la fin de la saison 8 a déçu beaucoup de monde. Mais c'est clair et net que si ça part sur ce même aspect où, en fin de compte, c'est un connard qui gagne et toutes les personnes qui seront montrées gentilles l'ont dans l'os, eh ben ça me ferait chier, hein, je vous cache pas. C'est pour ça que, dans un sens, c'est assez bizarre à dire. Au début, j'étais vraiment pas fan. Enfin, vraiment, je suis pas très très fan de l'arc de Daenerys dans les 2 premières saisons, mais depuis la saison 3, je m'attache de plus en plus à son arc, parce que c'est le seul où on met en avant la bonté et la récompense qui en ressort. C'est-à-dire quoi, je traite les esclaves en bien et je traite mal les maîtres qui les exploitent. Et au bout du compte, ça m'est utile, ça me permet d'avancer et ça me fait me faire bien voir. Et c'est vraiment tout ce que j'espère, quoi, qu'au bout d'un moment, on aura quelque chose comme ça dans la conclusion finale. Mais tout ce qui se passe dans le royaume des 7 couronnes, c'est juste, rappelez-vous à quel point c'est affreux et être honnête et noble, c'est être complètement con. Ok. C'est bien. J'avais compris, hein, c'est pas la peine de me faire des piqûres de rappel comme ça, les gars. C'est comme, oui, je sais qu'il y a des trucs qui sont assez graves et crus, c'est pas la peine de l'appuyer super fort avec vos cannibales. Vraiment, ce genre de détails, je vois pas du tout ce que ça apporte, à part me foutre en rogne en me disant, en me rappelant un truc que je sais déjà, quoi. Mais de façon grossière. Super, merci. Bref. On va passer aux autres morceaux. Déjà, du côté de Stannis, il n'y a pas grand chose qui évolue, à part que le mec a un petit peu confirmation de sa foi, vu que Joffrey a fini par crever en plus de Robb. Donc il se dit, ouais, le sort que j'ai lancé finit par prendre effet, donc il n'y a qu'à espérer maintenant que Greyjoy soit le prochain, Lord Greyjoy, j'imagine. Et ouais, donc il est d'autant plus mécontent de l'attitude de Davos, qui a permis à ce que son demi-neveu puisse se barrer de là sans qu'il puisse l'exploiter. À nouveau, je comprends pas pourquoi on peut plus exploiter ton sang à toi, c'est bizarre, mais bon, ok. Et il se dit, ouais, et l'armée que t'as promis de soulever, bon, ça avance un petit peu, mais c'est pas suffisant pour lui. Et ouais, il veut pas se résoudre à acheter les mercenaires parce que il est pas digne de ça, même si lui il est digne de brûler les gens qui sont pas de son avis. Voilà, hein, à nouveau, hein, maintenant Stannis, j'en ai un peu rien à foutre de lui. Et après une séance de lecture
auprès donc de sa fille à Stannis, Davos finit par avoir une idée que j'ai pas très bien saisie, je vous cache pas. Mais voilà, il décide de lui demander d'écrire une missive à je sais pas qui. J'ai plus trop fait gaffe pour prévoir quelque chose afin d'agrandir l'armée, j'imagine. Donc voilà, ça a pas avancé plus que ça, mais c'est histoire de dire que ça amène sur quelque chose. Et donc c'était totalement louable, hein, pas grand chose à dire de bien ou de mal là-dessus. Ensuite, donc du côté de Port-Réal, où énormément de choses se passent une fois de plus, on va voir donc Tyrion qui est enfermé pour être jugé. Hein, donc ils se disent pas c'est forcément lui, mais apparemment Tywin se dit je considère qu'il est coupable et je vais essayer de faire en sorte qu'il soit jugé comme tel, que tout le monde se range à mon avis, semble-t-il. Alors c'est pas super clair, ils essayent de faire planer un doute autour de ça, ou ils essayent juste peut-être simplement que tout le monde se range de son avis, mais il n'a pas d'avis tranché sans doute, peut-être. C'est assez nébuleux et c'est pas mal, hein, parce que bon, hein, c'est pas super clair, même si honnêtement j'ai du mal à voir qui d'autre pourrait être le responsable, à part Baelish, hein. Je veux dire, dès lors qu'on regarde un petit peu, dès lors qu'on analyse un petit peu la chose, je vois pas pourquoi Baelish aurait pu mettre en scène l'enlèvement de Sansa sans prendre en compte la mort de Geoffrey. Je veux dire, il est déjà au courant de ce qui se passe lorsque Sansa vient le voir, donc ça me paraît assez évident que c'est lui. C'est lui qui est à l'origine de ça, de ce qui s'est passé, quoi. Il a fait en sorte qu'il soit empoisonné, que Tyrion soit accusé pour l'histoire de, j'imagine, faire un petit peu le bazar au sein de la famille Lannister pour pouvoir, au bout d'un certain temps, pouvoir prendre le pouvoir lui-même. C'est quelqu'un qui en a vraiment après le pouvoir et j'imagine qu'il a un plan en 53 étapes pour y arriver. On en est à la 19e, quelque chose comme ça, sans doute. Et ouais, ça me paraît assez évident que c'est lui en tant que spectateur. Après bon, c'est normal que Tyrion, lorsqu'il est dans sa cellule, se pose des questions. Qui a pu faire le coup? Bon, c'est clairement pas moi. Lorsque Podrick vient le voir, en disant hey, c'est vous qui l'avez fait, en étant assez certain que ça doit pas être lui, hein. Et il dit ouais non, hein, je me rendrai pas aussi suspect, hein. Je suis pas stupide. Ça me rappelle le fameux procès de la saison 1 qu'on lui a fait. Hey, il serait pas con au point de laisser son arme à l'assassin. Et ouais, puis il soupçonne plus ou moins tout le monde, à part Cersei, parce que bon, hein, elle aime son fils, donc ça lui paraît un peu impossible qu'elle fasse ça. Et ouais, l'un des principaux suspects serait peut-être Tywin, parce que ouais, c'est pas vraiment un roi docile, Geoffrey, et le prochain en ligne, Tommen, si je me souviens bien, serait beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus jeune et beaucoup plus calme. D'ailleurs, on a une scène autour de ça qui est très intéressante, où alors que Cersei et Tommen sont sur la tombe, en train de veiller le cadavre de Geoffrey, il discute un petit peu avec lui, Tywin, en disant ouais, tu sais ce que ça signifie, tu seras le futur roi, et c'est quoi la qualité principale que doit avoir un roi? Et il y a une discussion sur ce qu'a fait ci, ce qu'a fait ça, pour en venir au fait qu'un roi doit se montrer sage, et se montrer sage, c'est aussi savoir se rendre compte de ses lacunes. Tu n'es qu'un jeune enfant, tu dois savoir te reposer sur ton conseil, qui sera présidé par moi. Donc ce sera plus ou moins moi qui dirigerai le royaume, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ce côté intéressant dans le sens où il essaye vraiment de se mettre dans sa poche en faisant appel à son bon sens. Et Tommen qui est un petit peu pris là-dedans. À nouveau, c'est la première fois que j'ai mis un tant soit peu d'intérêt pour lui parce que maintenant il est mis en avant. C'est vrai qu'avant j'en ai un peu rien à foutre de lui, hein. Donc, ouais, c'est un garçon lambda, pas aussi mémorable. Je sens, s'il devient roi, je sens que ça va pas durer très longtemps, hein. En tout cas, ouais, il perd pas le nord, Tywin, en essayant d'inculquer la sagesse à son petit-fils Tommen, tandis que Cersei pleure son fils et que Jaime vient le voir en congédiant tout le monde parce qu'elle a besoin d'être seule avec le cadavre de son fils et son père biologique. Ah bon, il le précise pas, mais ça devrait plus trop être un secret après les rumeurs qui ont circulé. Parce que je veux dire, sans vouloir être vexant, les gars, le fait
qu'on ait commandité un massacre d'enfants du royaume. Et après toutes ces rumeurs contre Geoffrey comme quoi il serait le fils de sa mère et de son oncle, ce serait... je pense que beaucoup de gens doivent se douter un peu de ce qu'il en est. Je dis ça, c'est un détail. Mais c'est vrai que ça, depuis la saison 2, la fin de la saison 2, c'est plus mis sur le tapis du tout. Genre, on s'en fout royalement de ça. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait... C'est quelque chose qui aurait mérité d'être davantage mis en avant parce que ça devrait pas s'arrêter comme ça, ce genre de rumeurs. Enfin bon, je dis ça. Apparemment, on a complètement lâché l'idée. Je me suis dit, ah, peut-être qu'un jour, on reviendra là-dessus. Et j'ai le sentiment qu'en fait, non. Ou peut-être oui. Enfin, on verra. J'en sais rien. Hein, en tout cas, ouais, il y a une scène où Cersei est super en colère en disant, oh, c'est Tyrion qui a fait ça. Il faut qu'il meure. Venge notre fils. Tue-le. 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 Et Jimmy se dit, ouais, calme-toi. T'es sûr de rien? Et ouais, il réagit en disant, tu sais quoi, si on baisait tout de suite? Genre, ah, tu es odieuse! Mais comment se fait-il que je sois amoureux de toi? Et il veut la prendre tout de suite. Elle est pas totalement pour, mais il se dit, merde, je te prends quand même. Et ouais, faisons ça devant notre fils mort! Ça m'excite encore plus! En fait, je me suis rendu compte que la mort d'enfant rend ça 100 fois plus excitant. C'est pour ça que j'y étais à fond après avoir poussé Bran de la fenêtre, hein. Oh, allez, allez, ma chérie! Ok. Très bien, très bien. Je redis ce que j'ai déjà dit. Hein. J'ai bien aimé le développement de Jaime, mais là, j'ai l'impression qu'il régresse avec ça. Sa relation avec Cersei est la chose qui le rend assez... Voilà quoi, c'est dégueulasse quoi, c'est ce qui fait... Et c'est même pas le principe, vous savez, d'inceste en soi. Hein, ça va être une opinion peut-être impopulaire, mais je trouve pas que l'inceste sur le principe, si on voit ça au cas par cas, soit quelque chose de si affreux que ça. Disons que je parle d'inceste entre deux personnes d'âge adulte consentantes. Hein. Nous sommes d'accord, hein, si on parle d'inceste entre un grand-père et sa petite fille de 8 ans, là c'est déplorable. Mais surtout parce que c'est de la pédophilie. Hein. C'est en grande partie à cause de ça. Mais quand on parle d'inceste entre deux adultes consentants, il y a un côté un peu... mais au bout du compte, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font de mal à personne... sur le principe même, voilà, mais au sein même de cette histoire, je trouve que leur relation est assez moyenne en fait. J'ai pas grandement accroché à leur relation de couple dans la saison 1, et maintenant qu'on revient dessus, après avoir étoffé de façon très intéressante le personnage de Jaime, eh ben, je trouve qu'il régresse. Voilà, donc j'ai un petit peu loin avec ça, cette scène était bizarre quoi. Enfin, faisons l'amour devant le cadavre de notre fils. Oh, ok, très bien. Et ouais, on va avoir quelques autres petits trucs. On va voir la réaction de Marjorie qui dira qu'elle est un petit peu maudite avec ses 2 derniers mariages prévus, sachant qu'elle est pas trop censée être reine parce que ça n'a pas été consommé, j'imagine. Et une scène où Tywin enquête un petit peu, surtout pour se mettre Oberyn dans la poche, parce qu'il y a une conversation entre lui et Oberyn, et qu'il y a une petite scène où il montre une fois de plus qu'il est bisexuel. Il adore ça, il adore coucher avec des hommes et des femmes sans discrimination. Très bien. Ok, si vous voulez, hein... J'ai jamais compris ça la première fois, si vous tenez à ce point à mettre en avant, c'est bien. Et Tywin vient le voir pour discuter avec lui, parce qu'il le veut comme 3e jury. Il y a 3 jurys là-dedans, il a déjà le premier dans sa poche, c'est le père de Marjorie, si je me souviens bien. Et Oberyn Dorne, je me souviens bien aussi, hein, c'est le nom de leur famille. Il l'a pas en grande estime, mais il essaye de rattraper le coup en disant... Tu sais quoi, je sais que t'en veux à la montagne d'avoir tué ta sœur et ses enfants, je pourrais faire en sorte que tu puisses le croiser et te venger un petit peu de lui, sachant que c'est pas moi qui ai donné cet ordre, hein, ce n'est pas moi qui ai donné cet ordre.
Apparemment, ça me surprendrait pas, hein, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très porté sur les décisions impulsives, la montagne. Mais bon, on verra un petit peu le détail. Et il promet donc à Oberyn, si il se présente en tant que troisième juge, et donc s'il suit un petit peu le même avec lui, de lui permettre de se venger de la personne qui a tué sa sœur lors du détrônage de Targaryen. Et ok, donc c'est pas mal comme moment de rencontre, on essaie de mettre un petit peu les choses au clair. Ça étoffe un peu plus Oberyn et ça met davantage en avant le côté réfléchi de Tywin et c'est toujours plaisant ça. C'était un bon épisode, pas sensationnel parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées grossiers. Et c'est un peu dommage, mais le suivi est intéressant de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et une fois que j'ai sauté les parties qui me brossent dans le mauvais sens du poil, c'est fait très efficacement. Et j'ai pas d'énormes plaintes dans l'absolu. Il y a des choses qui sont un petit peu grossières dans la mise en place, dans la mise en scène. Comme je l'ai déjà vu avant, il y en a peut-être un peu plus que d'habitude, mais ça gâche pas non plus la sensation globale assez efficace de l'épisode. C'est pas un épisode grandiose non plus, mais c'est un épisode plutôt réussi quand même. À bientôt pour l'épisode 4, bye!